Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en plein bouleversement. Je suis Isabelle Vauconsant et je tends mon micro pour vous parce que ça craint pour la planète. Dans un communiqué de presse du 1er juillet 2024, l'UNESCO alerte sur le fait que 90% des terres émergées de la planète pourraient être dégradées d'ici 2050 avec des risques majeurs pour la biodiversité et la vie humaine. 75% d'entre elles sont déjà dégradées, selon l'Atlas mondial de la désertification. En France, nous dit l'INRAE, 20 à 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Une artificialisation qui augmente 4 fois plus vite que la population. Comment dès lors cultiver et redonner des chances à la biodiversité ? Quentin Vincent, directeur scientifique et technique et cofondateur de Soleco, va répondre à mes questions sur les sols anthropisés, c'est-à-dire modifiés par l'humain. Adrien Rogissard, directeur des opérations de l'association Alage, nous racontera son expérience de terrain, et Philippe Gérin, chargé d'affaires Premier Tech, producteur et consommateur France, apportera le regard d'une entreprise impliquée dans les projets urbains. Bonjour Quentin, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Quentin Vincent, je suis docteur en écologie des sols, plutôt des sols dits anthropisés, donc qui ont subi une activité humaine assez importante. Et je suis cofondateur et directeur scientifique d'une start-up qui s'appelle Soleco. Donc on accompagne les aménageurs à prendre en compte le sol et la biodiversité dans leurs projets d'aménagement. Aujourd'hui, on est censé parler des sols urbains. Est-ce que c'est quelque chose dont on sait tout ? Alors le sol déjà, habituellement, c'est quelque chose de très hétérogène, c'est un milieu qui est très hétérogène. On dit que en fait un sol c'est composé d'horizons, en fait c'est différentes couches, donc déjà naturellement en fait c'est quelque chose d'hétérogène à quelques mètres près aussi de différence. En fait on peut avoir des grandes différences de sol naturellement. Quand on va faire une carte par exemple, à quelques mètres près, quelques kilomètres près, on va avoir des différences de sol par plein de raisons tout à fait naturelles, la roche qui est en dessous, donc la géologie, la couverture végétale, etc. Donc plein de paramètres, les pentes, s'il y a un cours d'eau, ces paramètres vont influencer sur les sols naturellement. Mais en milieu urbain, on vient de rajouter une complexité, c'est toute l'activité humaine qui fait qu'il suffit qu'il y ait du déblai, du remblai, de la construction, une agriculture, etc. Toute l'activité humaine va modifier les sols, ce qui les rend encore plus hétérogènes. Donc en fait, un sol urbain n'est pas du tout homogène, c'est très hétérogène. C'est là que se situe la vie. La vie, elle va plutôt se situer sur les premiers centimètres, les 30-40 premiers centimètres pour la plupart des organismes, parce que c'est là où il y a plus de matière organique. De nombreux organismes sont des décomposeurs, donc ils vont se nourrir des matières organiques pour les recycler. Donc ils se situent sur les premiers horizons. Alors évidemment, il y a notre fameux ver de terre, un type de ver de terre en tout cas, qui va creuser plus profondément et lui, il peut se retrouver plus profond dans le sol, plus d'un mètre dans le sol. Ça veut dire qu'on n'aurait plus de micro-organismes passer une certaine hauteur ? Oui, en fait, alors les micro-organismes vont changer au fur et à mesure de la profondeur, puisqu'il y en a qui préfèrent être dans des milieux où il y a de l'oxygène, d'autres qui ne supportent pas l'oxygène. Donc, il y aura cette différence le long du profil de sol, le long de la profondeur. Mais au bout d'un moment, dépasser les 40 cm, alors ça dépend de plein de types de sols, mais de façon très générale, quand on commence à dépasser 40 cm, les micro-organismes sont de moins en moins présents. Alors, ce qui fait que quand on fait par les activités anthropiques, humaines, on bouge souvent ces premiers centimètres-là, donc on bouge toute la vie, on modifie toute la vie. Est-ce qu'éventuellement on l'éteint ? Alors, je dirais pas ça parce qu'en fait, sauf c'est des sols très très particuliers quand même où il y a vraiment une activité anthropique très très forte, il y aura toujours un peu de vie. Par contre, on peut la modifier, on peut diminuer sa biodiversité très rapidement. Par exemple, quand on va faire un enrobé, quand on va mettre un parking, là par contre, effectivement, la vie, elle va être très amoindrie, voire même effectivement éteinte à ce moment-là. Dans les villes, on nous parle des métaux lourds, des polluants chimiques. Qu'est-ce qu'on trouve et comment on fait pour jardiner dans ces conditions-là et pour envisager de faire pousser des fruits et des légumes ? Alors, il faut vraiment considérer deux choses différentes. C'est un, la pollution et deux, le risque. C'est vraiment deux choses différentes. Il y a plein de bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans, sur ce qu'on appelle les SSP, cités sols pollués, qui vont vraiment prendre en compte, le diagnostic de la pollution et pour voir si l'usage est compatible avec cette pollution, faire une évaluation des risques notamment.
risque dit sanitaire. Donc, quand on est dans cet usage de potager, de culture, effectivement, c'est un usage qui est à risque puisque on va consommer potentiellement des légumes, des fruits qui vont être contaminés. Une pollution qui est dans un sol, quand il est détecté, c'est une pollution totale. Mais en fait, il faut avoir d'autres mesures pour savoir si cette pollution elle est disponible pour les organismes. Est-ce qu'elle passe dans la plante? Ça, c'est déjà une première question. Est-ce que le polluant il est disponible dans le sol? Est-ce qu'il est disponible par les plantes? Est-ce que la plante elle va localiser la pollution dans les légumes? Est-ce que la consommation régulière de certains légumes va engendrer un risque sanitaire? Toutes ces étapes-là, c'est une expertise derrière et qui fait que quand on fait une mesure de la pollution, ça n'explique en rien s'il y a un risque ou pas. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand on va avoir des dossiers en disant, bah voilà, il y a une pollution qui est avérée, en fait, la pollution, il faut remettre toujours dans son contexte. C'est-à-dire qu'on peut arriver à dire il y a une pollution, alors qu'en fait, naturellement, les sols, ils sont déjà chargés en certains métaux, parce qu'il y a des métaux qui sont tout à fait naturels. Donc, il faut remettre dans ce contexte-là. Et même si effectivement il y a une pollution parce qu'il y a eu des activités anthropiques, est-ce que cette pollution elle est vraiment disponible pour les plantes? Est-ce qu'il y a un risque, etc. Donc tout ça en fait fait que pour éviter justement de décaisser des grandes terres ou d'avoir des actions de dépollution qui sont très lourdes, il faut vraiment partir sur la pollution et le risque. C'est vraiment deux choses différentes. Alors, quand vous dites le risque par rapport aux usages, vous pouvez développer ce que ça veut dire, ça? Parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre deux choses différentes quand on parle de le sujet de la pollution. La pollution, c'est la présence de contaminants. C'est une mesure en tant que telle. Mais de cette mesure-là, il ne faut pas faire un raccourci. C'est une information qui démarre dans la chaîne ensuite de l'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'une pollution, ça peut plus ou moins avoir des effets sur l'humain ou sur les organismes, l'environnement, etc. Tout ça, c'est une évaluation qui doit être faite derrière. C'est-à-dire qu'une valeur qui est donnée, elle doit être attribuée dans un contexte. Si, par exemple, on doit faire un parc où personne ne va, on va pas avoir les mêmes seuils de pollution, de tolérance. Par contre, si on doit mettre une agriculture urbaine, par exemple, effectivement, les seuils ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on doit mettre une crèche où il y aura des enfants, les seuils ne sont pas les mêmes. Donc ça, je caricature, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que le risque, il est associé à la présence ou non de polluants et aux usages que l'on va attribuer, parce que est-ce que cette pollution va être disponible pour les organismes? Est-ce qu'elle va passer dans les organismes? Est-ce que ça va avoir des conséquences? Tout ça, c'est une évaluation des risques qui est réalisée. L'UNESCO nous a dit que 90% des sols des terres émergées de la planète risquaient d'être dégradés d'ici 2050. Ça veut quand même dire que dans les sols urbains, ça doit pas être terrible. Alors en fait, la notion de dégradation, elle n'est pas forcément liée à la pollution. C'est-à-dire que quand on parle de dégradation des sols, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient directement en tête, c'est la pollution, mais en fait la dégradation, c'est beaucoup plus large que ça. La perte de matière organique, par exemple, ça c'est une dégradation. La perte de la biodiversité, c'est une dégradation. La perte de la stabilité des agrégats qui constituent le sol, par exemple, ce qui fait qu'il va y avoir une perte de la stabilité du sol, une compacité des sols. Tout ça, ce sont des phénomènes de dégradation. Et là-dedans, dans tous ces phénomènes de dégradation, il peut y avoir la pollution, mais c'est un phénomène de dégradation parmi tant d'autres. Quand on veut jardiner en ville, par quoi il faut commencer? Il y a une telle diversité des sols en fait en ville qu'on ne peut pas forcément dire il faut faire ça dans l'absolu. La façon la plus simple, c'est de connaître un peu son sol. C'est-à-dire qu'il y a des tests assez simples à mettre en place qui sont plus ou moins référencés dans des projets dits de sciences participatives, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on porte un projet qui s'appelle Tous en sol, où on va accompagner justement des citoyens à mieux connaître leur sol par des tests qui permettent de savoir, ne serait-ce que, par exemple, la texture, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt limoneux, plutôt argileux, plutôt sableux. Et ça, justement, ça va orienter aussi sur quelle plante je vais pouvoir installer sur ma parcelle. Un réflexe qui est souvent fait dans le contexte urbain, c'est de rajouter de la matière organique, rajouter du compost. Oui, ça peut être une solution, mais il ne faut pas que ça soit systématique. En fait, on a un peu tendance à surfertiliser les sols en milieu urbain parce qu'on pense toujours qu'ils sont dégradés en termes de perte de matière organique, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, dans l'absolu, il faut faire une mesure des matières organiques, mais ça passe par le laboratoire. On ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de sols urbains qui ne sont pas si pauvres en matière organique. Et du coup, le fait de rajouter du compost, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment bien pour la plantation, mais il faut être plus parcimonieux que ce qu'on pourrait penser. Parce que si on met trop, il se passe quoi? En fait, une surfertilisation, ça va avoir des conséquences plutôt sur une approche, on va dire, biodiversité, par exemple, parce que le fait d'avoir de la biodiversité dans le sol, c'est pas juste pour avoir de la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est parce que cette biodiversité va rendre le sol fonctionnel, notamment sur la fertilité. C'est ça qui va nous intéresser, on va dire, quand on va faire un potager, par exemple, le fait qu'il y ait certains lombrics, certains organismes qui vont décomposer, etc. Si on surfertilise, si on rajoute trop de matière organique, en fait, on va avoir des déséquilibres qui peuvent avoir lieu, et ce qui fait que la fertilité n'est pas forcément optimale à ce moment-là.
Donc, le fait de rajouter toujours la matière organique, rajouter du compost qui a peut-être quelques éléments de pollution, par exemple des métaux lourds en petite quantité, en soi, c'est pas forcément ça qui est grave, mais le fait de le rajouter systématiquement, peut-être que ça va avoir des conséquences. C'est un questionnement qui se pose et de savoir est-ce que ça peut avoir des conséquences. Quand on parle de jardin, de plantation, que ce soit en ville ou ailleurs, on parle du sol puis on parle de l'eau. Comment ça se passe l'eau dans les sols en ville ? L'eau, en fait, dans le sol, il peut imaginer 2 grandes propriétés, soit la rétention, soit l'infiltration. C'est-à-dire que le sol, il est capable à la fois d'infiltrer l'eau. Il suffit juste de voir un parking. Lorsqu'on va mettre un parking, l'eau ne sera pas infiltrée et ça va avoir toutes les conséquences qu'on peut voir quand il y a des grandes inondations. Donc ça va avoir cet intérêt-là. Ce qui fait qu'aussi en ville, en dehors d'un sol qui est bétonné, c'est aussi qu'il y a beaucoup de sols en ville qui sont compactés. Et ça, même s'il n'y a pas de goudron qui est mis dessus, si c'est très compact, la fonctionnalité du sol à infiltrer l'eau ne sera pas assurée. Donc, quand on parlait de dégradation tout à l'heure, par exemple, ça c'est une dégradation. Ça c'est la première chose, ça va infiltrer, mais aussi le sol il va être une éponge, donc il va pouvoir retenir l'eau. Et ça justement, quand on va avoir des périodes de sécheresse, le sol est censé redonner de l'eau aux plantes, et c'est tout ce jeu justement entre infiltration et rétention qui fait qu'il y a des sols qui sont plus ou moins filtrants. Par exemple, des sols qui sont très sableux, ils vont filtrer, mais ils vont moins retenir l'eau. Du coup, les plantes, elles sont moins exigeantes en eau. Alors qu'à l'inverse, quand on est sur des sols qui sont plutôt argileux, l'eau va plutôt se maintenir, mais moins infiltrée, par exemple, parce que effectivement, on va avoir des argiles qui vont bloquer, et du coup, il y a des plantes qui vont avoir les racines dans l'eau, par exemple. Donc, c'est plutôt ces propriétés-là, en fait, qui vont rentrer en jeu, et c'est un compartiment qui est parfois oublié, mais de moins en moins, mais justement, quand on va parler de réchauffement climatique, de sécheresses qui vont être de plus en plus fréquentes, en fait, le système sol est un socle, justement, pour à la fois infiltrer et pour retenir l'eau. Si on a un sol qui est un peu dégradé, est-ce qu'il faut apporter du terreau ou est-ce qu'il y a des solutions ? Alors ça, c'est une des solutions qui est possible. En fait, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que, on va dire classiquement, effectivement, sans forcément prendre en compte les sols de façon très exhaustive, quelque chose qui est très courant, c'est effectivement, pour ne pas prendre de risque du tout, c'est faire des bacs hors sol, par exemple, s'il y a une suspicion de pollution. Mais ça aussi, c'est vraiment dans l'évaluation des risques. L'idée, c'est toujours d'aller un peu plus loin pour être sûr de ne pas faire de zèle par rapport à ça. C'est-à-dire préconiser du hors-sol. Mais c'est dommage parce que quelque part, on va perdre l'utilité du sol en tant que tel. Le fait de rajouter du terreau, par exemple, ça peut être préconisé aussi. Encore dans un contexte de pollution, rajouter 30 cm d'un matériau sain, c'est assez classique dans les préconisations. Après, le fait de rajouter de la matière organique, ça va rajouter un autre horizon. C'est peut-être nécessaire si vraiment le sol il est dégradé. Il faut à la fois évaluer le risque et à la fois évaluer ses fonctions écosystémiques pour voir quel est le jeu justement entre ces deux-là pour permettre de ne pas avoir de risque sanitaire et environnemental et assurer les fonctions des sols. Parce qu'intuitivement, mettre du terreau sur une terre qui a été un peu maltraitée, ça semble être plutôt la bonne idée de remélanger une bonne terre avec une terre qui est peut-être un peu abîmée. C'est pas une mauvaise idée, effectivement. Alors, quand il s'agit de la pollution, c'est un peu plus complexe que ça parce que mélanger en fait un matériau sain avec de la pollution, c'est pas autorisé. C'est ce qu'on appelle la dilution, ce n'est pas autorisé. Remettre un matériau sain au-dessus d'un sol qui présente éventuellement un risque, ça, c'est effectivement des préconisations qui sont assez courantes. Par contre, il faut savoir, les plantes, si elles vont avoir leurs racines qui vont dépasser les 30 premiers centimètres. Donc, est-ce que la pollution, elle passe dans les plantes ? Tout ça, c'est des questions, en fait, il faut vraiment mesurer ça. C'est pour ça que quand je parle d'une analyse de pollution avec des valeurs où vont marquer peut-être des valeurs seuil qui sont dépassées, il faut vraiment pas regarder que ça. C'est un expert en pollution et en risque qui va derrière ensuite faire l'évaluation. Est-ce qu'il va suspecter une pollution qui va passer dans les plantes ? Donc, c'est pas idiot. Est-ce que c'est absolument nécessaire ? Et en fait, pour ça, il faut du diagnostic. Est-ce qu'il existe des plantes dépolluantes, des plantes dites bioindicatrices, des plantes qui peuvent nous aider dans les jardins ? Alors, des plantes dépolluantes, c'est ce qu'on va plutôt appeler du phytomanagement de façon générale. C'est-à-dire qu'on va utiliser en fait les plantes pour pouvoir gérer la pollution. C'est-à-dire que dire qu'une plante va dépolluer, c'est un raccourci, c'est un peu plus complexe que ça. On va plutôt gérer la pollution. Une des gestions de la pollution par phytomanagement qui est assez efficace et assez classique, c'est la phytostabilisation. C'est une des parties de la phytoremédiation. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes, par leur présence, notamment les racines, ce qu'on appelle la rhizosphère, elle va plus ou moins bloquer la pollution. Et ça peut largement suffire. C'est peut-être mieux de mettre des plantes qui vont bloquer une certaine pollution que d'enlever des mètres cubes et des mètres cubes de terre, parce que finalement, c'est plus facile à mettre en place et c'est moins destructeur du milieu. Donc ça, c'est des techniques assez classiques. C'est l'utilisation de plantes hyperaccumulatrices, c'est-à-dire que c'est des plantes qui vont, pour les métaux uniquement, qui vont pomper en fait ces métaux lourds
et les retrouver dans les parties aériennes, c'est-à-dire les feuilles. Et ensuite, on enlève les feuilles et ensuite, on va traiter ça. Par exemple? De plantes. Une grande famille de plantes, les brassicacées, par exemple, les crucifères. Il y a une plante spécifique, il y a plusieurs plantes qui sont utilisées en phytomédiation. Alors, moi, je travaille sur Nochea cerulescens, par exemple, mais il y en a d'autres qui ont cette capacité. Il y a des plantes qui sont dites hyper accumulatrices, donc c'est vraiment, elles ont cette capacité d'accumuler les métaux. Mais c'est à mettre en place, c'est plus compliqué que ça. Ça marche assez bien en laboratoire, plus ou moins. Mais en tout cas, dans les faits, c'est un peu plus compliqué quand on est dans un contexte urbain ou dans un contexte anthropisé. Il y a plein de phénomènes qui rentrent en compte et du coup, c'est pas quelque chose qui est forcément mis en routine d'habitude. Mais en tout cas, c'est des solutions qui fonctionnent bien, mais il faut l'adapter en fonction du projet. Est-ce qu'il existe des bactéries qui contribuent à remettre le sol en état? Oui, clairement, c'est des acteurs qui sont essentiels dans la structuration d'un sol, qui interviennent aussi dans des processus de dépollution, par exemple. Il y a des processus de bioventing, par exemple, c'est-à-dire qu'on va insuffler de l'air, alors plutôt en andin, dans des terres ou dans des sols, pour activer les micro-organismes qui vont dégrader ensuite ces polluants organiques pour le coup, puisque les métaux ne se dégradent pas. Et donc oui, c'est des acteurs qui sont essentiels pour la vie du sol de façon générale, pour la gestion de la pollution aussi, pour la fertilité. Donc c'est un socle extrêmement important. Et le fait de jouer sur des pratiques agricoles, etc., ça va avoir des conséquences sur cet équilibre microbien et du coup sur le sol en tant que tel. Donc effectivement, il y a des processus d'amendement qui peuvent exister. Quand on rajoute du compost, on va rajouter des micro-organismes, par exemple. Il va y avoir aussi les mycorhizes qu'on peut ajouter dans un sol et qui vont être en symbiose avec les plantes. Voilà, tout ça, c'est des techniques qui peuvent exister. C'est de l'ingénierie écologique, mais on est dans un système complexe, ça se fait par une certaine expertise. Là, oui, vous me parlez des projets qui sont des projets vraiment importants et à l'étude, mais pour le jardinier lambda, il existe par exemple des terreaux qui sont enrichis en mycorhizes. On peut penser que globalement, c'est pas une mauvaise idée. Sur des sols qui sont vraiment dégradés, ça peut être intéressant. Sur des sols qui sont pas tellement dégradés que ça, en fait, peut-être que cet apport-là ne servira à rien ou peut avoir des conséquences négatives. On a des suspicions d'une homogénéisation des communautés de lombriques, par exemple en ville, par des jeux d'import et d'export de terre, des pépiniéristes aussi avec les plantes qu'on ramène, etc. C'est une suspicion. Et du coup, le fait d'avoir des matériaux toujours un peu standardisés, où on va ramener certains types de sports, peut-être que ça va avoir ces conséquences-là. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand même, quand on cultive un jardin en ville, de ce qu'on consomme dans son assiette derrière? Alors, pour certains contextes, oui, ça peut être un enjeu. Il faut parfois faire en sorte de s'assurer qu'il n'y a pas de risque derrière. Le problème, c'est que l'analyse de sol, par exemple, ce n'est pas fait quand on achète une maison. Est-ce qu'il le faudrait ou pas? Je n'ai pas forcément cette réponse-là. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne solution, mais ça pose question, c'est-à-dire d'avoir des analyses de sol pour pouvoir dire, voilà, il n'y a pas de risque, en tout cas, si on veut faire un jardin potager. À l'heure actuelle, cette question-là, elle n'est pas claire. Sinon, s'inquiéter vraiment en tant que tel, je pense qu'il y a d'autres sujets de risque sanitaire à l'échelle des populations qui est peut-être plus à risque que celui de cultiver sur un sol légèrement pollué où il ne présente pas de risque. Donc, les jardins privés, c'est des milieux compliqués même pour l'évaluation des risques parce que la consommation, elle n'est pas régulière. Plein d'enjeux qui fait que c'est pas tout à fait clair. Mais même les niveaux, en fait, les niveaux de seuil qui sont admis dans les sols pour ce type d'agriculture urbaine, il y a qu'un seul guide qui existe à l'heure actuelle. C'est très récent, en fait. Ce sujet-là, il est très, très récent. Donc, oui, il y a un sujet d'inquiétude à avoir quand même, mais il faut pas le mettre comme sujet phare tout le temps, absolument. C'est un sujet parmi tant d'autres. Quel serait un bon sol en milieu anthropisé? Parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'un bon sol au milieu de la forêt. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sol. Ça va dépendre de l'usage ou du milieu qu'on va avoir sur ce sol-là. Comme j'ai dit au début, je suis plutôt expert en milieu anthropisé. Donc en fait, des sols qui sont considérés comme dégradés, on va dire en partie, avec beaucoup d'artefacts anthropiques, par exemple, sur certains sols, ça peut être bénéfique pour la biodiversité, par exemple. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'habitats qui vont être très différents. C'est des sols de friche industrielle, par exemple, ou de friche urbaine, où on va laisser le sol sans activité humaine et finalement, la biodiversité va recoloniser assez rapidement. Ces sols-là, on pourrait les considérer comme dégradés et en fait, pas forcément sur l'aspect biodiversité, par exemple. Mais donc, en fait, il va y avoir des sols qui sont très bons pour certains usages, très mauvais pour d'autres. Il y a des sols qui sont en périphérie urbaine, par exemple, qui sont très pauvres, très sableux. Après, dire c'est pas un bon sol parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture dessus. Oui, mais ces sols-là, ils sont exceptionnels parce qu'en fait, ils ont des propriétés qui font que y a certaines plantes qui vont pouvoir pousser dessus. C'est même des plantes qui sont peut-être protégées. Et du coup, cette singularité est extrêmement importante dans les sols. Donc, même sur des sols anthropisés, ça peut être le cas. Alors, souvent, quand on parle de bon ou de mauvais sol, c'est souvent effectivement pour de l'agriculture. Et là, dans ces cas-là, oui, il faut regarder toutes les propriétés pour savoir si le sol est capable d'assurer une certaine agriculture. Dans les sols urbains, on peut associer aussi
Quand on va avoir par exemple des plantations que l'on va mettre dans un sol, que ce soit pour potagère ou pas, l'intérêt aussi c'est de prendre en compte le sol pour avoir certaines plantes, parce qu'en fait, quelque part, les sols urbains privés sont peut-être pas de très grande surface, mais cumulés, ils peuvent avoir des grandes surfaces en ville. Ce qui fait que pour la biodiversité, par exemple, ces milieux-là, en fait, en milieu urbain, vont avoir vraiment un vrai intérêt pour la partie biodiversité, notamment parce qu'en fait, ils vont constituer à la fois des réservoirs et à la fois des corridors, c'est-à-dire voilà des passages de ces organismes-là. Parce que vous voyez bien en ville, on a quand même beaucoup de parkings, de routes, etc. Donc ces petits jardins urbains, c'est-à-dire votre jardin chez vous, vous pouvez vous dire c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être pas une grande surface, mais ces organismes-là, de la biodiversité des sols, c'est pas des très gros organismes. Donc en fait, un petit lopin de terre, ça peut conduire finalement à une petite réserve qu'on pourrait penser anodine finalement, mais qui vont permettre des continuités à l'échelle de la ville. Alors je parle de biodiversité, mais c'est vrai aussi pour l'infiltration en eau. Comme je vous ai dit, quand on est sur les routes, qu'on voit de l'eau qui s'infiltre pas, en fait, ça peut s'infiltrer dans votre jardin et ça va avoir ensuite des conséquences à l'échelle de la ville. Faut dire que le jardin urbain privé a son intérêt en termes de biodiversité, de fonctionnement des sols, qu'il ne faut pas négliger. Et alors, est-ce qu'il faut conseiller aux villes d'avoir des délaissés en libre évolution au cœur des villes ? Et c'est tout un sujet parce que c'est vraiment un sujet sur est-ce que ces sols-là, on n'affecte pas d'usage ? En gros, c'est la définition qu'on pourrait donner. Est-ce que ça va avoir un intérêt pour des fonctions écosystémiques ? Clairement, oui. Scientifiquement, oui. En termes d'aménagement, c'est effectivement un peu plus compliqué. Alors, il y a aussi des réflexions sur des délaissés temporaires, par exemple, où on sait administrativement, pendant 10 ans, il ne va pas avoir de projet. Et du coup, est-ce que c'est des zones en fait de friches temporaires ? Qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire justement, parce que ne rien faire aussi c'est une action, et c'est un petit peu ça aussi que les écologues peuvent promouvoir, c'est-à-dire que ces délaissés-là vont avoir son intérêt en termes d'écologie, de fonctionnement des sols. Le grand public n'est peut-être pas forcément au courant et perçoit peut-être ça comme c'est pas entretenu, etc. C'est aussi sensibiliser le public. Alors, on peut mettre des panneaux, mais on peut aussi expliquer tout simplement aux citoyens, en fait, cette zone-là, c'est une friche et c'est volontaire parce que ça va accueillir beaucoup de biodiversité. Scientifiquement, oui, ça a vraiment son intérêt dans l'échelle de la ville. Après, quand on va commencer à mettre en place de l'aménagement, il y a peut-être plein de façons de faire pour faire en sorte que ça soit uniquement temporaire ou du permanent ou considéré comme non-usage. Finalement, c'est un usage. Celui accueil de biodiversité, fonctionnement des sols, par exemple. Et pas une poubelle. Et pas une poubelle, effectivement. Merci. J'ai rencontré Adrien Rogissard, directeur des opérations de l'association Allage qui gère l'îlot, un écoparc démonstrateur de la transition situé sur l'île Saint-Denis dans le 93. Sur cette parcelle de plus de 5 hectares, on teste la réhabilitation d'une friche industrielle afin de redonner vie au sol. On cultive des fleurs et on mène des recherches. On est à l'îlot donc, qui en fait est une partie d'un ensemble qui est une zone Natura 2000 qui comprend le parc départemental de l'île Saint-Denis. L'îlot, au milieu, c'est nous. C'est un écoparc démonstrateur de la transition écologique. Et enfin, une pointe nord, une pointe sauvage, avec les cormorans, les martins pêcheurs et une biodiversité très riche, malgré notre position au cœur de la métropole du Grand Paris. On a différentes activités sur ce site de l'îlot, des activités de production d'abord, avec du compostage industriel, de la création de substrats, des tests de substrats, de technosol ou d'anthroposol, c'est selon. La production de fleurs, la formation sur le plateau technique ici, la formation auprès de professionnels du végétal, on va les appeler comme ça, ou de jeunes gens. Il y a également des zones de recherche scientifique où on va tester comment le sol se dépollue, quelles sont les variétés, les essences, les plantes qui vont le mieux dépolluer le sol qui est le nôtre. Des expériences aussi de vivacité de certains substrats. Est-ce qu'il y a certains substrats qui sont plus efficaces que d'autres ? On a enfin ici une zone témoin pour que tout le monde se souvienne quel était cet endroit avant qu'on arrive. Et pour vous le faire rapidement, c'était la planète Mars. Donc il y avait de l'oxygène, on pouvait respirer, mais c'était concrètement une terre polluée, une terre compactée, une terre impraticable et impossible à cultiver. On a changé tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Avant, c'était une friche industrielle pour le BTP et c'était une entreprise, une filiale de Bouygues Construction qui s'appelle Colas, qui venait décharger ici ses déchets du bâtiment, gravats, remblais, etc. Donc ils déchargeaient, ils tassaient, ils compactaient le sol, ils repartaient, et ça pendant des dizaines d'années.
Quand vous avez analysé le sol, il y avait quoi dedans? Alors, il y a pas mal de choses. Donc déjà, il y a tout un tas d'éléments liés au BTP, c'est-à-dire qu'on a des bitumes, on a du béton armé, on a des agrégats divers et variés, des conglomérats divers et variés, beaucoup de silex, beaucoup de calcaire, beaucoup de choses qui viennent en fait tout simplement des chantiers de toute l'Île-de-France, voire de plus loin depuis des dizaines d'années. Ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, ça émet du gaz. Le sol émet du gaz, du benzène. Et donc, pour notre culture sous serre, ça a été vraiment problématique parce que le benzène sortait, s'échappait de la terre et on restait en fait captif dans la serre. Donc, on a dû réaménager en excavant en partie la terre sous la serre, en mettant une bâche protectrice et en remettant de la bonne terre qu'on a fabriquée entièrement sur place. Pourquoi? Parce qu'un des enjeux qui est le nôtre, ça va être celui de la biomasse, de recréer localement de la biomasse avec le compost, avec les substrats et de les utiliser sur place pour que tout sur place soit petit à petit dépollué, réhabilité. Et tout ça, bien sûr, en insertion, c'est-à-dire avec des équipes de personnes à qui on va remettre le pied à l'étrier. On va les former à l'horticulture, au jardinage, au paysagisme, au maraîchage aussi, à toutes les techniques qu'on utilise ici pour justement réhabiliter le sol et leur permettre de repartir dans la vie du bon pied, on va le dire comme ça. Bonjour Philippe Gérin. L'évolution du climat et l'urbanisation croissante mettent en exergue la nécessité cruciale d'une gestion rigoureuse des eaux pluviales. Comment Premier Tech s'inscrit dans cette démarche? Bonjour, oui, vous avez raison, la gestion des eaux pluviales est incontournable. Il s'agit d'assurer la sécurité de la population, des biens, des infrastructures, tout en s'assurant de pouvoir utiliser cette ressource, d'autant plus précieuse aujourd'hui que le climat change, et rapidement. Pour aborder cette problématique, je crois qu'il faut séparer les différents sujets. On a d'un côté des épisodes pluvieux qui sont plus brutaux, plus soudains, avec des précipitations plus importantes qu'avant. D'un autre côté, évidemment, on a une tendance avérée au réchauffement climatique, c'est plus à démontrer, avec des épisodes de canicule plus marqués dans leur intensité et dans leur durée. Troisième point, la population se concentre dans les villes. Et dans ces villes, les surfaces doivent être modelées, évidemment, pour qu'elles puissent être utilisées en circulation, en parking, en parc, en promenade, etc., etc. Je me réfère souvent à l'expression « la ville éponge ». On a deux choses dans cette expression. D'abord, la ville doit pouvoir permettre la diffusion de l'eau, ça doit être perméable, donc l'infiltration, et d'un autre côté, son stockage. La perméabilité, évidemment, c'est important parce que s'il y a ruissellement, il y a évidemment des dégâts qui peuvent être causés à l'ensemble de l'infrastructure. Et d'un autre côté, le stockage pour pouvoir l'utiliser, évidemment, cette eau, mais à quelle fin? On va là l'utiliser pour les végétaux. Alors vous allez me dire pourquoi les végétaux? En dehors de toute considération de nature ou de verdure, donc d'agrément visuel, évidemment c'est agréable d'avoir du vert autour de soi, les végétaux ont un rôle primordial dans le cycle de l'eau. C'est l'une des pompes qui permet à l'eau de pouvoir circuler dans le sol, dans l'atmosphère, etc., etc. Et par ailleurs, ces végétaux vont créer un microclimat qui peut réguler la température. C'est le cas des arbres en ville, par exemple, dans des rues. Donc avec les végétaux, on a un des moyens les plus efficaces pour remplir tous les objectifs qu'on vient de lister. Alors, du coup, la notion de ville éponge devient, pour nous, chez Premier Tech, la notion de ville égale substrat de végétaux. Et le végétal est au centre de toute la démarche. Bon, attention, il reste aussi la notion d'usage des surfaces à traiter, parce que, évidemment, les critères agronomiques vont souvent à l'encontre des critères de génie civil. Exemple, en agronomie, il faut assurer de la porosité pour les plantes, il ne faut pas que le sol soit très très tassé pour assurer un bon développement. Et puis d'un autre côté, pour le génie civil, c'est le contraire. Il faut compacter les surfaces pour assurer la portance des engins, la portance des gens, des pas, etc., etc. Réussir à combiner les deux objectifs dans deux solutions qu'on appelle chaussée végétale et pavé vert,
grâce à la formulation faite des substrats qui sont riches en matière organique, stable, et en mycorhize, pour assurer la pérennité des végétaux qu'on va ensuite semer. On sème quoi? Alors on sème un mélange d'espèces qui reste à l'état herbacé, qui nécessite peu d'entretien et qui résiste bien à la sécheresse. L'association ou la symbiose plante et mycorhize va permettre d'assurer la perméabilité du sol. Donc l'eau va s'infiltrer, elle va percoler le long des racines, dans tout le réseau racinaire. Et les mycorhizes, elles vont augmenter encore cet effet en allant beaucoup plus loin dans la zone d'exploration, en augmentant le volume de sol prospecté. Et ça marche dans les deux sens. Ça marche pour l'eau, donc l'infiltration qui peut descendre. En période de sécheresse, les mycorhizes vont aller puiser de l'eau et la porter à la plante. Et ça marche également pour les minéraux, puisque le volume de sol étant plus important à prospecter, du coup on va avoir accès à plus de ressources en minéraux et donc assurer la croissance des plantes. Alors, ces solutions sont en fait à l'interface des deux métiers, d'un côté l'agronomie, de l'autre côté le génie civil, et ça répond aux exigences d'usage dans la ville. Parking, les voies piétonnes, les voies circulables, les voies pompiers, et ça bien sûr sans aller ajouter des grilles en plastique ou des plots en béton ou des grilles en béton pour pouvoir augmenter la portance. On a un retour de plus de 10 ans d'expérience sur l'utilisation de ces solutions, y compris dans des zones qui sont parfois inondées une fois ou deux fois dans l'année, le long de grands fleuves comme la Loire par exemple. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, ces chantiers sont encore en parfait état de nature et d'utilisation. Ensuite, dans la même logique, on a développé des substrats pour la plantation d'arbres en ville, soit dans des fosses, soit dans des tranchées, dans des alignements, avec le même système de matière organique stable et de mycorhizes pour assurer la vitalité et la pérennité des grands sujets. Ces arbres font évidemment à chaque fois plusieurs mètres de hauteur et du coup ils permettent par les feuilles, le développement des branches, de la canopée, de diminuer la température, donc créer un cocon en été où la température est moins élevée que dans les autres rues où il n'y a pas ces arbres. La réglementation aujourd'hui limite l'utilisation de terres agricoles, qu'on appelle la terre végétale naturelle, et du coup sa raréfaction nous a conduit à développer des nouveaux substrats. Ce sont des concentrés à mélanger avec soit les terres inertes issues de carrières ou de centres de recyclage et de traitement, voire même avec des terres de remblai qui seront réutilisées quasiment sur place dans la ville, à l'endroit où les bâtiments ont été détruits, où des infrastructures ont été détruites. Il reste les terres de remblai, le sol qui a été bougé une fois qu'il est trié. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit pollué, mais une fois qu'il a été trié, ça peut être un bon support qu'on va venir booster avec ces concentrés de substrat qu'on va diluer dans cette ressource. Pour toutes ces solutions, pour tous ces substrats, les matières premières qu'on va utiliser pour les formuler, pour les composer, seront des matières premières d'origine soit locale, soit à faible empreinte carbone, soit même les deux. Dans nos unités de fabrication en France, évidemment selon les normes en vigueur. Et d'ailleurs, la plupart de ces substrats sont utilisables en agriculture biologique. There's gotta be a way of killing it. How do we do it? You can't. Vous avez écouté Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Ça vous a plu? Partagez-le largement. Merci à Premier Tech d'avoir été mon partenaire. Les autres épisodes sont sur toutes les bonnes plateformes en tapant TerraFocus. TE2RAFOCUS. Retrouvez-les également sur Hortus Focus, le vivant d'abord. Ce magazine en ligne traite du jardin et de ses pratiques, de la transition écologique, démocratique et sociale, de la biodiversité et ses enjeux, du patrimoine végétal. Retrouvez-nous sur hortus-focus.fr. Comme toute la presse indépendante, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et auditeurs pour pouvoir travailler. Nous sommes tous bénévoles. Et pour financer notre travail, nous ne pouvons compter que sur vous. Déposez un don défiscalisable sur Helloasso. Ça nous aidera beaucoup.